Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle leçon à l'école Shoujo. Aujourd'hui on va de nouveau mettre à l'honneur le manga de notre enfance, Sailor Moon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Sailor Moon, non? Je sais pas, mais je pense qu'on ne parlera jamais assez de Sailor Moon. C'est vrai. Donc pour rappel, nous avons déjà consacré une leçon en 2 parties sur Sailor Moon. On y a présenté le manga, l'auteur, l'histoire, les personnages principaux, la saison 1 de l'anime, son influence sur le genre Magical Girl, et nous sommes revenus sur plusieurs critiques faites contre l'œuvre à l'époque. Et on a aussi présenté dans un cours express Sailor Moon Crystal, le reboot de l'anime. Aujourd'hui on va s'intéresser à la saison 2 de l'anime Sailor Moon. Encore une fois, nous donnons à l'anime une place centrale, parce que c'est comme ça que nous avons découvert Sailor Moon. Mais on va être obligé de spoiler la fin de la saison 1 et plusieurs éléments de l'intrigue de la saison 2. Donc à vous de décider si ça vous dérange ou pas. Et comme la dernière fois, cette leçon va également se diviser en 2 parties, parce que nous avons moult choses à dire sur cette saison 2. Il est donc temps de reprendre notre voyage dans cette rétrospective de Sailor Moon. À la fin de la saison 1 de l'anime Sailor Moon, un problème s'est immédiatement posé. Pour comprendre ce problème, un petit rappel de date s'impose. Le manga est paru au Japon en février 92 et l'anime a débuté en mars de la même année. Il faut savoir que le manga et l'anime ont été créés en parallèle. Dès le départ, il était prévu que l'anime ne fasse qu'une seule saison. Naoko Takeuchi devait scénariser et dessiner 13 chapitres qui devaient être adaptés en une 40aine d'épisodes. Sauf que l'anime a pris rapidement beaucoup d'avance sur le manga, donc en plus des nombreux épisodes filler, la saison 1 a proposé une fin légèrement différente de celle du manga pour l'arc classique. Face au succès de la série, Naoko Takeuchi a finalement écrit 4 arcs supplémentaires, et l'anime a évidemment été renouvelé pour les adapter. Et attention, le spoil commence maintenant. Dans le manga, à la fin de l'arc classique, Sailor Moon détruit le Dark Kingdom. Le mal est repoussé et le bien triomphe. Usagi, Mamoru et les filles peuvent désormais vivre une vie d'adolescent ordinaire, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Dans l'anime, c'est pareil à une exception. Le mal a effectivement été repoussé. Usagi a triomphé, mais Mamoru et les autres Sailors sont morts parce qu'ils ont dû donner toute leur puissance à Usagi. Usagi, qui a repris l'apparence de princesse Serenity, utilise ses dernières forces pour prononcer un dernier vœu. Elle souhaite vivre une vie ordinaire de fille ordinaire. Son vœu se réalise évidemment, Mamoru et les autres Sailors sont ressuscités, et chacun reprend le cours de son existence, sauf qu'ils ont tous perdu la mémoire, Usagi comprise. Bon, on va pas épiloguer sur ces fins. La première reste banale, mais elle convient bien pour ce que le manga a à nous offrir. Une happy end, ça fait toujours plaisir, même si c'est prévisible. Dans le deuxième cas, je suis un peu mitigée. Franchement, on aurait pu se passer d'une amnésie générale. Ça me donne un peu l'impression que tout ce qui s'est passé durant l'anime n'a eu aucun impact, puisque je me retrouve à la fin de l'anime au même point qu'au début. Et je me retrouve en décalage avec les personnages, parce que tous les personnages auxquels je me suis attachée et que j'ai vu évoluer n'existent plus en quelque sorte. Mais je trouve aussi que cette fin s'inscrit bien dans la logique de l'histoire. En effet, Serenity fait un vœu, et pour que ce vœu se réalise, il faut payer une contrepartie. Et puis il y a un petit côté doux amer de l'histoire qui se répète. La réincarnation des Sailors, donc leur renaissance, nécessite toujours une perte de mémoire, comme une forme de reset. Bref, problème numéro 2 pour cette saison 2, va falloir faire revenir la mémoire à tout ce petit monde. Oui, j'ai bien dit problème numéro 2, parce que le problème numéro 1, nous l'avons déjà évoqué, c'est qu'il faut laisser le temps à Naoko Takeuchi d'écrire la suite de l'histoire. Mais d'abord les présentations d'usage. Cette saison 2 s'intitule Sailor Moon R. La lettre R peut aussi bien signifier Return, donc Sailor Moon le retour, ou Romance, en référence au titre de l'opening japonais, Romance Miracle, qui reste inchangé pour cette nouvelle saison. Sailor Moon R comporte 43 épisodes et présente une petite particularité. On vous a déjà parlé des nombreux épisodes filler de la saison 1. Et bien pour cette saison 2, on a carrément droit à un arc filler. Pour laisser le temps au manga de rattraper l'anime, un arc original de 13 épisodes a été créé. En gros, un nouvel ennemi apparaît, obligeant Luna à rendre sa mémoire à Usagi, puis plus tard aux autres Sailors. 2 extraterrestres, Anne et Hale, ont débarqué sur Terre afin de récupérer l'énergie vitale des humains pour nourrir l'arbre Makaiju. D'ailleurs, cet arc est parfois appelé l'arc Makaiju, en référence justement à cet arbre dont les méchants tirent leur énergie vitale. Franchement, tu peux t'arrêter là, parce que ça vaut vraiment pas le coup d'en dire plus sur cet arc. Alors là, je suis pas d'accord avec toi. Que ce soit dans l'intrigue, le character design des méchants et leur façon d'agir, je trouve que cet arc ne détonne pas dans l'univers de Sailor Moon.
Honnêtement, avant de savoir que cet arc n'apparaissait pas dans le manga, je trouvais que l'histoire s'enchaînait plutôt bien. Oui, mais je te rappelle que t'avais 5 ans à l'époque. Il suffisait que Sailor Moon se transforme ou lance une attaque pour que tu sois captivé par l'histoire. Ce n'est pas entièrement vrai. Puis t'exagères. Déjà cet arc n'est pas très long. Et en plus, pas si mal que ça. Ah oui. Et tu veux qu'on reparle du chevalier du clair de lune? Bah oui, parce que l'homme masqué ne peut plus apparaître, vu qu'il a perdu la mémoire. Mais il faut bien trouver une pirouette scénaristique, parce que sinon, il n'y a plus de garçon qui vient sauver l'héroïne en plein combat. Oh, ou sinon on peut revenir sur les méchants, qui forment un couple très amoureux, mais qui se font passer pour un frère et une sœur lorsqu'ils prennent une apparence humaine. Ce qui rend leur relation fraternelle un petit peu tendancieuse. Ou alors, on pourrait aussi parler de ce quatuor amoureux qui n'a aucun sens, qui se crée entre Usagi, Mamoru et les deux méchants. Ce qui rend le tout un petit peu plus confus, et surtout beaucoup plus bizarre. Ok, tu as raison, ce n'est peut-être pas le moment le plus mémorable de la série, mais je pense aussi que ça aurait pu être pire. D'accord, mais c'est pas parce qu'on aurait pu avoir pire que je vais porter au nu cet arc filler. Même s'il vient effectivement régler le problème de l'amnésie collective, on sent qu'il a été fait dans l'urgence, certains choix scénaristiques restent incompréhensibles à mes yeux. Bon, comme tu l'as dit, inutile de s'étendre davantage cet arc filler, et passons plutôt à la deuxième partie de la saison 2, celle qui reprend l'histoire du manga. Sailor Moon Air adapte donc l'arc Black Moon, qui correspond au tome 4, 5, 6 et la moitié du tome 7 du manga. L'intrigue commence fort avec l'apparition d'un nouveau personnage, une petite fille aux cheveux roses, dont la coupe ressemble étrangement à celle d'Usagi. Elle annonce qu'elle s'appelle Usagi Tsukino, et elle menace notre Usagi pour qu'elle lui donne le cristal d'argent. Et pour éviter de se mélanger les pinceaux au niveau des noms, la petite fille est rapidement surnommée Chibiusa. Pour rappel, Usagi signifie lapin en japonais. Chibiusa signifie donc petit lapin. Toute l'intrigue de cette deuxième saison tourne autour du mystère entourant l'identité et le rôle de Chibiusa et de l'apparition en parallèle d'un nouvel ennemi, le clan Black Moon, d'où le nom Arc Black Moon. Bon, je vais être direct avec vous, je déteste le personnage de Chibiusa. Et peut-être pas obligé d'être aussi catégorique. Ah, parce que toi tu l'apprécies peut-être. Ah vraiment, mais je n'irai pas jusqu'à dire que je la déteste. Il est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ce personnage dans cette saison, mais elle a des circonstances atténuantes, et puis par la suite, elle évolue de façon positive. Oui, mais pour l'instant on se focalise sur la saison 2, et dans cette saison, Chibiusa est insupportable. On vous avoue que nos avis sur ce personnage, qui tient pourtant une place importante dans l'univers de Sailor Moon, sont assez partagés. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser la fangirl donner son avis, et lorsque je le jugerai nécessaire, j'interviendrai pour nuancer son propos. Ah, et autant vous prévenir, ça va spoiler sévère sur Chibiusa et sur l'intrigue de la saison 2. Mon avis se base à la fois sur l'animé et sur le manga. Déjà, j'ai pas du tout accroché avec le personnage de Chibiusa dans l'animé. Quand j'ai lu le manga, j'ai vraiment commencé à la détester. Attends, mais je croyais qu'on se focalisait principalement sur l'animé. Oui, mais le manga est la source originale de l'histoire. Ok, mais le problème, c'est que le manga et l'animé divergent sur beaucoup de détails qui pourraient te servir d'argument. Et si on commence à faire des va-et-vient incessants pour comparer les deux supports, ça va vite devenir très confus. Ok, t'as raison. Bon ben, je vais rester focus sur l'animé. Mais si on a un peu de temps, j'aimerais aussi parler du manga. Ok, on verra ça à la fin de la leçon. Alors, Chibiusa. Chibiusa se comporte comme une gamine. Ce qui ne me dérange pas vraiment, vu que Chibiusa est effectivement une gamine. Cependant, les personnages lui pardonnent tout parce que c'est une gamine. Vous voyez où est le problème? Mais surtout, ce qui m'insupporte, ce sont les conséquences du comportement de Chibiusa sur le traitement du personnage Usagi. Je m'explique. Usagi se montre immédiatement méfiante envers Chibiusa, car elle la soupçonne de faire partie des nouveaux méchants qui menacent les Sailors. Elle se dispute aussi très souvent avec Chibiusa, car cette dernière se rapproche très vite de Mamoru, ce qui attise la jalousie d'Usagi. Or, tous les personnages se mettent à traiter Usagi de gamine capricieuse, immature et dénuée de compassion envers Chibiusa. Dans la première saison, lorsque les personnages critiquaient les défauts d'Usagi, ces critiques étaient largement justifiées. Mais là, je ne suis absolument pas d'accord avec tous ces reproches, tout simplement parce qu'Usagi a toutes les raisons du monde de se méfier de Chibiusa. Déjà, la gamine apparaît de nulle part, et elle pointe une arme sur Usagi en lui ordonnant de lui donner le cristal d'argent avant de s'enfuir, ce qui bouleverse complètement Usagi. Oui, mais tu oublies de préciser que cette arme est en fait un jouet. Oui, mais ça on le sait pas. Et on le comprend après que Chibiusa est tiré. Franchement, que ce soit une gamine ou pas, que l'arme soit factice ou pas, c'est la pire introduction possible de personnage. Surtout que Chibiusa est un personnage auquel on est censé s'attacher. Mais continuons, parce que les présentations ne sont pas finies. En rentrant chez elle, Usagi constate que Chibiusa a hypnotisé toute sa famille pour leur faire croire qu'elle est la petite cousine d'Usagi.
Donc la gamine qui vient de la menacer avec une arme s'incruste chez elle au KLM, et elle profite de tout le confort de la maison en faisant croire qu'elle a toujours fait partie de la famille. Et évidemment, dès qu'Usagi élève la voix sur Chibiusa, elle se fait réprimander parce qu'elle est méchante avec sa petite cousine. Franchement, n'importe qui trouverait la situation frustrante et injuste, et il est donc normal que Usagi n'arrive pas à accorder sa confiance à Chibiusa. On va pas énumérer toutes les actions de Chibiusa, mais c'est vrai que son comportement est critiquable à plusieurs reprises. Elle est hypocrite envers les Sailors, elle ment, elle essaye de briser leur amitié, elle est prête à tout pour retrouver le cristal d'argent alors qu'elles sont prêtes à tout pour l'aider et la protéger, et surtout, Chibiusa est très méchante envers Usagi. Ok, Usagi se comporte parfois comme une gamine, mais Chibiusa dit ou fait volontairement des choses dans le but de blesser Usagi, alors qu'Usagi se montre bienveillante avec elle. Exemple, au début de la saison, Mamoru quitte brusquement Usagi. En effet, il commence à avoir des rêves / visions dans lesquels il voit Usagi mourir et le monde détruit à cause de leur relation. Il décide donc de s'éloigner d'elle pour la protéger. En parallèle, il se rapproche de Chibiusa, et cette dernière profite de la situation pour faire souffrir Usagi. Mais encore une fois, Chibiusa se comporte comme une gamine, et je suis pas sûre qu'elle se rende réellement compte du mal qu'elle fait à Usagi. Oh si, elle s'en rend compte. Mais comme elle a décidé qu'elle détestait Usagi, elle ne se gêne pas dès qu'elle peut l'embêter. Toutefois, c'est là que je voudrais apporter la plus grosse nuance. Si Chibiusa agit de la sorte, c'est parce qu'elle se sent seule et triste. Et attention, c'est là que vient le plus gros spoil, même si on s'en doute un peu, Chibiusa vient du futur. Elle est en fait la fille d'Endymion et de Serenity. Dans le futur, Endymion et Serenity sont devenus rois et reines et dirigent la ville de Tokyo, devenue Crystal Tokyo, au XXe siècle. Chibiusa adore ses parents. Elle est en totale admiration devant sa mère et elle aimerait devenir aussi forte que Sailor Moon. Sauf que les pouvoirs de Chibiusa ne se sont jamais manifestés. Elle se persuade qu'en mettant la main sur le cristal d'argent, ses pouvoirs se réveilleront. Elle vole donc le cristal d'argent à sa mère, mais au même moment, le clan Black Moon attaque et dévaste la ville. Alors que la reine Serenity tente de protéger Chibiusa, l'ennemi en profite pour l'attaquer. Les Sailors parviennent à la défendre, mais la reine se retrouve plongée dans un étrange coma, le corps entouré par une barrière de cristal. Le roi Endymion connaît le même sort, et les Sailors doivent en permanence utiliser leur pouvoir afin de protéger le palais. Chibiusa est la seule survivante de ce massacre. La petite fille est perdue et ne sait plus quoi faire, persuadée que tout est arrivé par sa faute. Elle décide alors de retourner dans le temps afin de trouver le cristal d'argent du passé, en espérant que le ramener dans le futur réveillera sa mère. Et le clan Black Moon poursuit Chibiusa dans le passé afin de la tuer. Bon, déjà écrire sur du voyage dans le temps, ça devient rapidement bancal, et évidemment, le scénario de l'arc Black Moon est bourré d'incohérences. Mais bon, si on commence à commenter ça, on n'a pas fini. Tout ça pour vous expliquer que ça fait quand même beaucoup pour une petite fille. Chibiusa pense être responsable de la destruction de sa ville et de l'hypothétique mort de ses parents. Mais elle décide tout de même de retourner toute seule dans le passé pour essayer d'arranger les choses, et elle est poursuivie par des gens qui essayent de la tuer. Elle est juste jalouse d'Usagi, qui possède tout ce qu'elle désire. Une famille aimante, des amis avec qui elle partage une amitié forte, et l'amour du garçon qu'elle aime. Et si Chibiusa se sent aussi proche de Mamoru et inversement, c'est parce qu'ils ressentent le lien père-fille qu'ils ont dans le futur. Ça, à la limite, je veux bien. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elle ne ressent pas la même chose envers Usagi, qui est pourtant sa mère? Peut-être parce que dans le futur, elle semble plus proche de son père que de sa mère. Peut-être parce qu'elle et Usagi ont le même caractère, du coup ça crée rapidement des tensions entre elles. Ou peut-être parce que déjà, derrière l'admiration qu'elle éprouve pour sa mère, il y a une certaine forme de jalousie qui se serait réveillée et amplifiée au contact de la Usagi du XXe siècle. Peut-être, mais moi ça me convainc pas. J'entends bien tous tes arguments et je les comprends, mais je trouve tout de même qu'Usagi souffre beaucoup durant cette saison, et la plupart du temps, c'est à cause du personnage de Chibiusa, ou en conséquence des actions de Chibiusa. Et pour moi, le fait que Chibiusa soit une enfant triste n'est pas suffisant comme justification. Et je comprends aussi ton point de vue, mais perso, je peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour Chibiusa. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à ne pas être d'accord. Le personnage de Chibiusa divise grandement les fans. Cependant, après moult péripéties, Chibiusa finit par accorder sa confiance au Sailor et à Usagi. Oui, mais cette grande scène pleine de réconciliation et d'émotion arrive trop tard. Je déteste déjà le personnage de Chibiusa. Et encore une fois, ça me saoule, parce que tout est pardonné, parce que tu comprends, Chibiusa, ce n'est qu'une enfant seule et triste. Et pour ne rien arranger, on enchaîne sur plusieurs épisodes filler dans lesquels Chibiusa n'apparaît que très peu, donc je n'ai aucune matière pour me réconcilier avec le personnage. Puis arrive le moment où tous les gentils se rendent dans le futur pour se battre contre les méchants. Et là, on en arrive à la dernière pirouette scénaristique concernant Chibiusa.
Si vous connaissez bien l'histoire et le personnage de Chibiusa, vous savez que cette dernière caractéristique a également beaucoup divisé les fans sur le personnage de Chibiusa. Bon, on va pas tourner autour du pot. Le grand méchant enlève Chibiusa et lui fait subir un lavage de cerveau pour lui faire croire qu'elle a toujours été seule et que jamais personne ne l'a aimée. Ainsi, Chibiusa s'abandonne aux ténèbres et le grand méchant peut transformer le pouvoir de Chibiusa en énergie noire. Parce qu'en fait, oui, Chibiusa possède bien un pouvoir incroyable, mais elle ne le contrôle pas. Cette énergie noire fait grandir le corps de Chibiusa, qui devient alors Black Lady. Et toute la fin de la saison consiste à sauver Chibiusa. Encore. Honnêtement, le personnage de Black Lady est assez intéressant. Elle a un visuel vraiment cool. On reste dans la logique du Magical Girl avec la transformation de la petite fille en adulte, mais qui a mal tourné à cause des émotions négatives. Et ça donne des scènes de combat assez sympas entre Sailor Moon et Black Lady. Rappelons que Sailor Moon doit en fait se battre contre sa future fille. On ne peut donc pas contester le potentiel émotion de ces scènes. Pour être honnête, j'aime beaucoup quand un héros ou une héroïne se laisse aller à ses émotions négatives jusqu'à passer du côté obscur de la force. Quand c'est bien exploité, je trouve cet élément scénaristique intéressant parce qu'il rappelle qu'on ne peut pas toujours être pur et bienveillant à 100%, que même le plus gentil des personnages peut avoir de la noirceur en lui. Mais ce qui est justement intéressant, c'est de voir comment réagit le personnage face aux ténèbres. Est-ce qu'il résiste? Est-ce qu'il s'abandonne aux ténèbres? Parvient-il à revenir du côté de la lumière? Comment? En quoi cela le change-t-il ou change-t-il sa vision du bien et du mal? J'aime quand les dessins animés sortent du carcan trop prévisible et ennuyeux du manichéisme simple, avec le bien d'un côté, le mal de l'autre, et zéro nuance entre les deux. Mais évidemment, tu ne retrouves rien de tout ça avec Black Lady. Exactement! Encore une fois, je n'arrive plus à m'intéresser au personnage de Chibiusa parce que j'ai passé la majorité de la saison à la détester. Pour moi, Black Lady apparaît plus comme une tentative de redynamiser le personnage, de focaliser à nouveau l'attention sur Chibiusa. Même si je pense que Naoko Takeuchi avait prévu cette transformation depuis le début, dans l'animé, elle arrive un peu tard. Et comme tu l'as si bien dit, Chibiusa est une enfant seule et triste, et qui se laisse facilement aller à la colère. Donc son passage du côté obscur n'est pas très surprenant. En plus, le personnage de Black Lady n'est pas beaucoup développé, vu qu'il ne reste qu'une poignée d'épisodes avant la fin de la saison. Donc l'intérêt est très limité. En fait, le potentiel de Chibiusa dans cette saison est gâché à cause de son introduction ratée et du manque de développement du personnage. En plus, je trouve que la série ne fait rien pour qu'on s'attache à elle et mise tout sur le fait que, comme c'est une enfant, on va tout de suite l'aimer. Pour conclure sur ce personnage, c'est en grande partie à cause de Chibiusa que nous n'aimons pas beaucoup Sailor Moon R. Et encore, on vous épargne certains aspects du personnage qui ne sont présents que dans le manga. Parce qu'on n'a plus le temps, et parce que sinon cette leçon va vraiment ressembler à un bashing de Chibiusa. La première partie de cette leçon touche à sa fin. Il reste encore plusieurs aspects positifs et négatifs de Sailor Moon R que nous aimerions développer, mais il faudra attendre la deuxième partie de la leçon, qui ne devrait pas trop tarder à arriver. Et ne vous inquiétez pas, dans la deuxième partie, nous ne parlerons pas, ou très peu, de Chibiusa. Et voilà, la première partie de cette leçon est à présent terminée, et comme d'habitude, on espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, et surtout de partager la vidéo. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur Sailor Moon R, et surtout sur Chibiusa en commentaire. Et on se retrouve très vite pour la suite de cette leçon à l'école du shoujo. Bye!